Comment stimuler la créativité des enfants? Il y a tout un tas de modèles, de projets et de concepts pédagogiques sur le sujet. Mais au fond, moins on en fait, mieux c'est. La danse m'a beaucoup apporté. Elle a complètement changé ma vie. Ça m'est déjà arrivé de dessiner ce que je ressentais quand j'allais moins bien. Et parfois, c'était assez pesant. La souffrance et le désespoir peuvent être un puissant moteur de créativité. Mais il ne faut pas qu'ils soient trop forts. Il n'y a pas d'un côté des grands génies de la créativité et de l'autre des personnes qui ne pourront jamais être créatives. Et donc c'est important d'expliquer aux parents en tout cas que la créativité, c'est comme d'autres types de compétences, ça se travaille. Regarde Leviosa. Je m'appelle Kimla. Je vis avec ma mère Misk, mon beau-père Lucas et ma sœur Alia. Pour aller au travail, je me disais, tu peux pas me donner tes bottes? Quand je joue, en histoire, je fais surtout de l'aventure, en fait. Quand je joue, après, ça me donne des idées de construire de nouvelles maisons à Lego par moi-même. La créativité est un élixir de vie, mais c'est aussi une nécessité vitale. Tous les enfants sont créatifs. Même les nourrissons composent leur propre univers. Et je n'exagère pas. Je m'appelle Rainer Matthias Holm Adula et je travaille sur la créativité depuis des décennies. Je suis psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Les enfants analysent les stimulations provenant de leur corps ou du monde extérieur. Mais dans le même temps, c'est toute leur personnalité, leur moi, leur esprit qui sont en train de se former. On le voit chez les nourrissons, dès l'âge de 3 mois, de 6 mois, à la manière dont ils vous regardent et dont ils enregistrent activement tout ce qu'ils voient. À la manière dont ils regardent les gens, dont ils répondent au regard. C'est un comportement très actif, mais inconscient. Je suis Grégoire Borst, je suis professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Donc la créativité, elle peut s'exprimer dans tous les domaines. Elle n'est pas du tout spécifique, par exemple, à l'art, au design, comme on y pense souvent, ou à la musique. Toute forme, finalement, ou toute réponse qui est divergente par rapport à la norme constitue une réponse créative. Donc ça peut s'exprimer dans tous les domaines, finalement, de la création, quel que soit le domaine. Moi, je te salue, Emma. Bonjour. Ça dit que je peux être coiffée comme ça. Oh, merci, Alia. Tu es trop gentille. Oh, allez, attention, t'as la force. Ah, merci, tu m'as lâché le bras. Après, je vais mettre de la pommade. Hein. Je crois que tu m'as cassé un os. Je m'appelle Annette Yael Lehmann, je suis professeure de culture et des médias à l'Université libre de Berlin. Et je suis également directrice de projet à l'Université de Harvard. La créativité est une ressource qui se nourrit essentiellement d'émotions positives. C'est en tout cas ce que disent de nombreux chercheurs. La créativité ne peut s'exprimer que dans un contexte d'affect positif, d'émotions positives et de plaisir. Il est très important, en particulier pour des ados, de pouvoir s'essayer à des choses et de s'apercevoir que la créativité s'apparente à un jeu sans but précis. Il y a tout un tas de modèles, de projets et de concepts pédagogiques sur le sujet, mais au fond, moins on en fait, mieux c'est. Il faut laisser les enfants se débrouiller tout seuls, ne pas travailler avec un schéma prédéterminé, ne pas rechercher un résultat précis. Parfois, je suis dans d'autres mondes.
vois un monde où, en fait, je dirais un monde où il y a des côtés. Il y a un côté Lego, un côté amas, un côté poupée. Et chaque fois, je peux aller où je veux, soit amas, soit Lego, soit poupée. Et ça m'amuse. Comme ça, je m'ennuie jamais. L'imagination, c'est pas tout à fait la même chose que la créativité. Je peux effectivement me créer des mondes imaginaires faits de fantaisie, mais qui peuvent rester effectivement très peu créatifs, parce que si je réutilise les images que j'ai vues dans mes jeux vidéo, par exemple, ou dans le dernier manga que j'ai lu, à ce moment-là, je suis pas dans un processus créatif. C'est réellement ce processus de la créativité, c'est de pouvoir prendre de l'existant et de casser des codes d'association qui sont les codes les plus couramment utilisés dans un champ donné. Et c'est ça qui relève de la créativité. Et en fait, dans notre cerveau, et notamment dans notre cortex préfrontal, on a ce qu'on appelle une mémoire associative, c'est-à-dire des liens entre différents concepts. Et ce qu'on essaye de faire de façon un peu systématique, c'est de casser les associations, je dirais, les plus usuelles, les plus renforcées dans notre cerveau, pour aller chercher des associations ou des analogies qui sont plus profondes, pour essayer d'aller trouver finalement des concepts plus éloignés et proposer une solution plus originale, plus créative à un problème donné. Et c'est un processus itératif, parce qu'à chaque fois qu'on doit aller explorer quelque chose d'un peu plus créatif, on doit aller finalement stopper ces associations pour explorer une association de plus en plus lointaine. Alors, moi, je vais mettre ça. Je crois que ça va aller. Ouais, et par contre, il faudra la baguette. Donc, toi, tu veux quoi? C'est magnifique, ça. Je t'avais dit. Donc, on a cette capacité déjà qu'ont les enfants extrêmement jeunes à jouer différents rôles, à pouvoir imaginer des choses qui n'existent pas. Ça nous permet aussi de faire le distinguo entre la fiction et la réalité. Et puis, le fait de jouer différents rôles, ça joue aussi sur ma capacité à développer justement mes capacités psychologiques d'une certaine manière. Parce que quand je joue différents rôles, quand je m'imagine différents personnages, je joue aussi différents personnages avec différentes personnalités, donc ça me permet aussi de le faire chez les autres quand je suis en interaction sociale réelle. Donc ça construit finalement des blocs de compétences extrêmement importantes dans tous mes apprentissages, dans la réalité. Quand on se demande pourquoi les enfants perdent leur spontanéité quand ils jouent, on pense forcément à des émotions comme la culpabilité et la honte. À un certain moment, les enfants apprennent à se voir à travers le regard des autres. Et ils se rendent compte que telle ou telle personne ne les regarde pas avec bienveillance, mais avec un regard critique, voire dévalorisant. Et ils intériorisent tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tragique pour un enfant d'avoir des parents dévalorisants. Il est essentiel d'être attentif au talent que chaque enfant porte en lui et de stimuler ce talent en lui offrant un cadre pour l'exprimer. Inversement, il ne faut pas forcer l'enfant à faire ce qui plaît aux parents ou ce pourquoi eux sont doués, mais laisser l'enfant développer ses propres envies. Il est important d'encourager les enfants en validant ce qu'ils font. Non pas s'extasier pour tout et n'importe quoi, sans quoi vos encouragements perdent de leur force et l'enfant ne se sentira pas pris au sérieux. Beaucoup d'enfants, mais aussi d'adultes, sont capables de faire beaucoup avec peu, quand d'autres ont besoin de tellement de choses qu'on pourrait les suspecter d'avoir des troubles du déficit de l'attention. Par exemple, quand un enfant dessine, s'agite, fait de la musique, lit, on va se dire « c'est de l'hyperactivité pathologique ». Non. C'est juste un spectre d'activité très large. Et puis, il y a des intelligences différentes, même si beaucoup n'y croient pas. Il y a pourtant des disparités flagrantes dans la vitesse de traitement de l'information. Et le corps enseignant et les pédagogues devraient autoriser ces différences. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de laisser la créativité pratique s'exprimer, que de regarder les enfants et de les laisser faire. Bonjour, je m'appelle Véronika Piszczek-Dobrzecka. Je m'appelle Léna et moi c'est Olga. Là, on est dans un atelier à Varsovie.
C'est un endroit rempli d'œuvres d'art et où on vient depuis longtemps pour faire des arts plastiques. Pour moi, Olga et Lena arrivent à inventer des choses originales à partir de n'importe quoi. Des choses souvent folles, mais dans le sens positif du terme. L'idée me viendra quand je verrai quels matériaux on aura à disposition. Pour moi, c'est pareil. En fait, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Les idées viendront sur le moment. Là, on s'est inspiré de ces natures mortes. En fait, on va toutes faire une nature morte. La créativité est souvent assimilée à la capacité à trouver des idées, ce qui est très réducteur. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver des idées. Beaucoup de gens ont des idées en permanence. Le plus dur, c'est de sélectionner les bonnes idées et de les réaliser. L'idée d'écrire un roman peut vous venir très facilement. Mais ce n'est pas créatif. Ce qui est créatif, ce sont les 2 années que vous allez passer à suer sang et eau pour l'écrire, ligne après ligne. Je pense que mon approche de l'art et de la création, c'est plutôt le chaos que l'ordre. C'est sûr. L'image mythologique de l'alternance entre l'ordre et le chaos, on la retrouve dans la recherche actuelle, sous la forme d'une alternance entre pensée convergente et pensée divergente. Notre pensée se focalise sur des objets. Nous trouvons des solutions et ça active des zones cérébrales bien précises. Les zones linguistiques, les zones mathématiques, les zones motrices forment des réseaux cohérents qui aboutissent à un résultat. C'est ce qu'on appelle la pensée convergente ou focalisée. Mais si on sort de cette focalisation et qu'on regarde par la fenêtre ou qu'on se met à rêvasser, ça va activer d'autres réseaux neuronaux. On appelle cet état pensée aléatoire épisodique silencieuse. Le cerveau, quand il est en mode repos, ne cesse pas son activité. D'autres réseaux neuronaux s'activent et connectent entre elles différentes zones du cerveau par le biais de fibres. C'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Elle s'abstrait de la réflexion concentrée et associe d'autres éléments entre eux. Et tout l'art des gens créatifs consiste à trouver le bon équilibre entre le travail discipliné et concentré et les divagations de l'imagination. Et je crois que chacun découvre pour lui-même quel est le rythme qui lui convient. Je pense que parfois, j'ai des sortes de blocages. Mais je sais ce que je dois faire dans ces moments-là. Il faut juste que je commence à dessiner. Et quand je vois qu'un de mes croquis me plaît, alors le blocage disparaît. Et je commence à avoir de l'inspiration. Pour le moment, j'ai pas d'idée. Mais je vais chercher encore un peu et je vais finir par en trouver une. Il y a toujours une phase un peu difficile. Mais bon, c'est assez normal et l'inspiration va venir. En fait, j'avais une vision un peu différente de ce que j'allais faire. La souffrance et le désespoir peuvent être un puissant moteur de créativité. Mais il ne faut pas qu'il soit trop fort. La tolérance à la frustration, de devoir essayer sans relâche.
Le fait d'aimer résoudre des problèmes complexes, la persévérance, ce sont des facteurs communs à tous les tests et activités créatrices. De nombreux projets artistiques tirent plus de bénéfices et davantage d'enseignements d'un échec ou d'un ratage que d'une soi-disant réussite. L'important, c'est le processus et l'expérience de ce processus. Il peut être difficile et douloureux, il peut être positif, neutre, ou un mélange de tout ça. Ça m'est déjà arrivé de dessiner ce que je ressentais quand j'allais moins bien. Et parfois, c'était assez pesant. Travailler de cette façon, c'était assez douloureux émotionnellement. Mais je pense que c'était nécessaire, que j'en avais besoin. Après coup, quand on repense à ces émotions, on se rend compte que même si c'est parfois douloureux, dans l'ensemble, ça aide quand même à avancer. Les parents, évidemment, jouent un rôle clé pour développer la créativité de leurs enfants. Alors, je dirais qu'il y a 2 axes sur lesquels ils peuvent essayer de développer la pensée créative de leurs enfants. Le premier, c'est déjà de leur donner des connaissances, parce que plus j'ai de connaissances, plus je vais pouvoir explorer des solutions de plus en plus originales. Donc il y a une question simplement d'avoir plus de connaissances. Et puis le deuxième axe, effectivement, c'est de les engager dans cette pensée créative. C'est-à-dire que on va commencer par prendre un petit problème usuel, leur demander une première solution, et puis ensuite de travailler avec eux, d'explorer finalement d'autres types de solutions. Et c'est en s'engageant finalement dans cet exercice intellectuel qui est complexe, d'aller chercher toujours des solutions un peu différentes, que progressivement on va renforcer cette pensée créative. Et on peut le faire dans le quotidien. Quand on a un peu de temps, on peut effectivement poser des questions qui vont permettre progressivement à l'enfant d'aller chercher une solution un peu plus divergente que la première solution qu'il a pu générer. Et donc, c'est ce jeu-là, itératif, ce jeu intellectuel, dans lequel on peut engager les enfants. J'ai décollé tous les vases et je les ai rassemblés différemment. J'ai changé beaucoup de choses. Et maintenant, ça me plaît. J'aime pas du tout les natures mortes. Je les ai jamais aimées et je les aimerai jamais. Ce qu'on qualifie aujourd'hui d'exceptionnellement créatif était autrefois associé à la notion de génie. Mais dans la recherche sur la créativité, nous n'employons plus trop ce terme. Parce que c'est un mot qui a une sorte de connotation mystique et qui occulte le fait que la créativité, c'est aussi du travail. Les grands génies, Mozart, Goethe, Picasso, étaient des travailleurs acharnés. Et c'est pareil dans la pop culture. C'est hallucinant de voir à quel point ils sont disciplinés. Je m'appelle Kazar et j'ai 15 ans. Je danse depuis 1 an et demi et je fais ça 4 à 5 fois par semaine. Je suis originaire d'Azerbaïdjan. Je vis en Allemagne depuis près de 4 ans. On vit à 3, mon petit frère, ma mère et moi. Mon père est en Azerbaïdjan, mais on se parle souvent au téléphone. J'ai commencé à poster sur TikTok parce que je trouvais ça cool. La danse m'a beaucoup apporté. Elle a énormément changé ma vie. Avant de commencer la danse, je faisais pas grand-chose de mon temps libre. Je traînais dehors toute la journée avec mes copains et je faisais des trucs pas super, on va dire. J'étais assez frustré. On avait plein de problèmes tout le temps. Les seuls moments où on était content, c'est quand on gagnait une baston contre d'autres gars, ou alors quand on pouvait juste leur montrer qu'on avait raison. On parlait d'argent et de choses inutiles qui ne méritent même pas qu'on s'y intéresse. En fait, j'étais pas du tout satisfait de ma vie. La pensée créative, elle peut jouer d'une certaine manière comme un facteur potentiel de résilience, dans le sens où elle nous permet d'explorer finalement d'autres solutions à des problématiques que nous traversons.
Et puis, je me suis rendu compte que tous ces trucs, c'était pas moi, que je voulais pas continuer à vivre comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Elias, mon prof de danse. C'est comme un ami pour nous. Je l'ai rencontré un jour, il dansait dans le métro. Il danse comme nous, et il fait aussi des vidéos TikTok. Et j'ai réalisé qu'il avait une vie super heureuse, qu'il s'éclatait, contrairement à moi. Alors j'ai eu envie d'essayer, et de voir comment c'est la vie avec la danse. La créativité est une énergie positive qui mène vers l'autonomie, vers des approches variées, très différentes les unes des autres, surtout à l'adolescence. C'est pour ça que la créativité est souvent associée à l'audace d'aller vers l'inconnu, vers des sentiers pas encore balisés. Au-delà du résultat, la créativité est déjà bénéfique en tant qu'expérience et en tant que processus. La créativité, ce n'est pas simplement la souffrance, c'est la transformation de cette souffrance en beauté. C'est quand un sentiment d'abandon devient une belle chanson. Kirubel, c'est quelqu'un qui prend et qui donne énormément de plaisir. Il fait sa propre musique, ses propres beats, et il danse très bien. On danse souvent ensemble. Il produit ses beats, sa musique, et il les vend à des rappeurs, à des chanteurs, etc. J'ai commencé à produire de la musique quand j'avais 14-15 ans. Ce qui est bien avec la musique numérique, c'est que je peux reproduire n'importe quel instrument. Rien que sur mon ordi, j'ai, à vue de nez, plus de 5000 sons différents que je peux modifier comme je veux. Si je trouve la mélodie trop présente, je la mixe un peu pour qu'elle soit plus en arrière-plan. Je peux aussi faire des effets de réverbération. Donc, de ce point de vue-là, le fait d'utiliser le digital continue à être un processus qui est relativement similaire que celui qu'on engage avec les instruments. Il accélère simplement le processus. Et effectivement, il y a un phénomène d'accélération parce qu'on peut tester beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Au cours des dernières décennies, le fait d'exposer son travail de création artistique est devenu une vraie stratégie de positionnement et d'autopromotion. Et je pense qu'à l'avenir, les nouvelles technologies vont très fortement modifier notre perception de la créativité. Ce qui est amusant, c'est que notre conception de la créativité a une influence sur la créativité en elle-même. C'est exactement la même chose que quand on parle d'amour ou d'autres émotions. L'idée qu'on s'en fait contribue à déterminer la façon dont on va vivre la chose. Notre manière de percevoir la créativité influence la manière dont nous sommes créatifs. Dans les années ou les décennies à venir, si le développement de l'IA ou des technologies se poursuit de façon aussi exponentielle, notre perception de la créativité pourrait se diluer et être perçue comme un phénomène davantage basé sur la technologie, comme quelque chose qui s'autogénère. Quand je danse devant un public, c'est encore mieux, parce que la réaction des gens me motive encore plus. Quand je vois des enfants ou des personnes âgées qui sont heureux et qui s'amusent, ça me donne encore plus d'énergie. Et ça me fait très plaisir. Je pense qu'il est important de faire la différence entre la créativité au quotidien et la créativité exceptionnelle. Tout à l'heure, je parlais de la créativité du nourrisson, grâce à laquelle l'enfant développe sa personnalité. C'est quelque chose que nous appelons la créativité quotidienne. Et c'est un facteur fondamental de l'existence humaine. Les personnes âgées doivent elles aussi façonner leur vie au quotidien. La créativité exceptionnelle, quant à elle, est importante pour énormément de gens. Quand je danse, j'essaye de donner tout ce que j'ai. Vraiment tout. Ce qui est génial, c'est quand je poste une vidéo et qu'au bout d'une demi-heure, je vois qu'elle a plus de 10 000 vues et plus de 10 000 likes. Ça me fait super plaisir et ça me met de bonne humeur pour la journée. Je le sens dans tout le corps. Ça booste mon énergie et ça me donne envie de faire de nouvelles vidéos et de faire encore mieux.
La créativité peut se résumer à 5 facteurs fondamentaux. Premièrement, il y a le don et le talent. Deuxièmement, la connaissance et le savoir-faire. Troisièmement, la motivation, mais aussi la discipline. Quatrièmement, avoir une personnalité ouverte aux stimulations, capable de résilience. Et cinquièmement, un entourage qui vous encourage tout en étant exigeant avec vous. Le talent ne peut pas se développer sans cet environnement. La créativité est surtout une voie vers l'autonomisation, dans ce sens qu'elle constitue une expérience d'efficacité personnelle. Et cette efficacité personnelle est une première étape du développement de la confiance en soi et de la capacité à agir.